Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Aujourd'hui, nous sommes avec Kylian Drek, le créateur de la compagnie Pompoko à Grenoble. Il a 26 ans et il a réalisé ce qu'il n'avait même pas osé rêver, vivre de sa passion comme chorégraphe et breakdanceur professionnel. Il a été aussi lauréat de la bourse Coup de pouce octroyée par la Fondation de l'Université Grenoble-Alpes à des étudiants avec le soutien du département de l'Isère. Depuis ses premières battles dans le Grésivaudan jusqu'à sa participation au JO de Paris avec la compagnie CAFIG, Kylian a fait un sacré chemin. Bonjour Kylian. Bonjour, déjà merci de me recevoir. Alors oui, j'ai été lauréat en 2019 de la bourse de la Fondation UGA, la Fondation de l'Université Grenoble-Alpes. Et cette bourse m'a permis d'organiser un battle, donc une compétition qui était en l'occurrence spécialement dédiée à la jeunesse, donc aux moins de 18 ans. Et le fait d'avoir la bourse, ça m'a permis de le faire gratuitement. Donc les participants et le public n'a pas payé d'entrée. Et donc ça a été accessible au plus grand monde. On a organisé ça avec l'association Nextape. Et il y a eu à peu près 400 ou 500 personnes à Saint-Vincent-de-Mercuse, dans le Grésivaudan. Donc un endroit assez rural. Alors c'était il y a 6 ans déjà, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis 2019, je suis parti 1 an en Laponie, en Finlande, en Erasmus. J'ai été 6 mois en Guyane pour un stage aussi, avec Sciences Po Grenoble. Ensuite, j'ai été 1 an à Bordeaux pour une année de césure dans laquelle j'ai intégré des compagnies de danse, dont la compagnie Malka, qui est basée à Grenoble. J'ai aussi été professeur de danse dans une formation professionnelle à Bordeaux, qui s'appelle Révolution. Et après, j'ai fini mon master à Sciences Po Grenoble en direction de projets culturels, avec un stage à la MC2. Et depuis, je suis danseur professionnel, chorégraphe. Je continue de donner des cours de danse, mais globalement, ma vie n'est plus tournée que vers la danse. J'ai fini les études et c'était une évidence qu'il fallait que je poursuive ma passion en fait. Si j'avais la possibilité d'en vivre, en tout cas, c'était évident. Et dis-nous, comment la danse s'est-elle imposée dans ta vie ? La danse, à l'origine, c'est que dans mon petit village de Pontcharrat, il y a eu une démonstration du groupe Nextape, justement, au carnaval. Et moi, à l'époque, j'allais souvent faire du trampoline chez mes grands-parents. Et du coup, j'étais déjà très fan d'acrobatie en général. Et je venais de voir le film Street Dance 3D au cinéma. Donc je venais de découvrir globalement la danse hip-hop. Je connaissais déjà la musique hip-hop. J'avais découvert un peu par moi-même le rap américain. Et mes grands frères, ils écoutaient du rap français. Moi qui étais du coup très sportif à l'époque, le fait de découvrir une activité qui dépense et qui se pratique sur des musiques que j'écoute régulièrement, c'était vraiment le mix parfait pour le petit hyperactif qui cherchait à juste passer du bon temps et utiliser mon énergie correctement. Et j'ai jamais lâché parce que dès la première année, je suis tombé complètement amoureux et depuis, je me suis jamais arrêté de danser. Tu peux nous expliquer la différence entre hip-hop et breakdance ? Le hip-hop, c'est une culture qui a été créée dans le Bronx, donc un quartier pauvre de New York, dans les années 70 et qui regroupe 5 disciplines artistiques. Donc il y a les danses hip-hop, les musiques hip-hop, le DJing, le fait de mixer les musiques entre elles avec des vinyles, le graffiti et le beatbox. Et donc, dans les danses hip-hop, il y en a 5, il y a le breaking, le breakdance. Et donc, le break est une danse hip-hop, comme la musique hip-hop a des sous-genres. Il y a des types de rap, il y a le slam, le rap gangsta, le rap conscient, etc., etc. Et comme quand on parle de danse swing, en fait, il y a des danses swing, c'est la même chose pour le hip-hop. Et du coup, je fais une danse hip-hop qui s'appelle le breaking, ou le break, ou le breakdance. Mais le breakdance, c'est un terme un peu plus commercial, disons. Alors au départ, c'était quand même une danse de rue, le hip-hop. Aujourd'hui, c'est une discipline des Jeux Olympiques. Est-ce que ça veut dire que ça s'est quand même institutionnalisé ? En France, en 2024, en vrai, les gens pratiquent dans des MJC, dans des gymnases, dans des endroits adaptés à la pratique.
Et en fait, ça s'est vraiment démocratisé. Et aujourd'hui, il y a des cours à peu près partout. Le hip-hop dans la rue, c'est quand même surtout jusqu'aux années 2010, enfin, début années 2010. Après, il y a des endroits où il n'y a encore pas vraiment d'accompagnement de la part des collectivités ou d'associations qui s'est formé. Mais en Isère et à Pontcharra, le break, c'est quand même super développé. Et il y a plein d'assos qui proposent des entraînements libres, des cours de danse, etc. Pas oublier que je viens du Grésivaudan et pas du Bronx à New York. Donc là, il y a la Fédération française de danse qui a mis le hip-hop et le breaking sous son égide, disons. Enfin, maintenant, il y a une délégation breakdance, mais il y a toujours à côté la culture qui se développe d'elle-même, des gens, des acteurs, des associations qui organisent des événements, qui donnent des cours, etc. Donc l'institutionnalisation, elle est partielle, et l'État essaye de mettre en place un diplôme d'État de professeur de hip-hop. Au sein des acteurs, ça fait même carrément débat. Pas tout le monde est d'accord. Donc, affaire à suivre. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Alors en ce moment, tu tournes avec la compagnie Kafik de Mourad Merzouki, qui est le chorégraphe des JO de Paris 2024. Tu as pu accéder au rêve olympique. Raconte-nous un peu cette expérience. Effectivement, ça c'était vraiment incroyable. Donc en juillet et en août, on a fait des représentations au Trocadéro dans un espace qui s'appelle le Parc des Champions, qui était une immense allée où les médaillés venaient se représenter. Et en gros, juste avant le défilé des médaillés, avec la compagnie Kafik, on a présenté un spectacle qui s'appelle Trocade Héros. Et c'était 15 minutes assez intenses d'acrobatie, de roller, de hip-hop, de plein de figures. Et donc j'étais là-bas, entre le théâtre de la danse Chaillot et la Tour Eiffel, devant tous les jours 14 000 personnes. Et ça, c'était très très impressionnant. Ça paraît vraiment irréel même d'y penser aujourd'hui, parce que, je sais pas, je suis dans mon petit appart tous les jours et j'ai dansé devant 14 000 personnes. Et je suis dans son dernier spectacle qui s'appelle Beau Séjour, qui est sorti aux Nuits de Fourvière à Lyon. Et là, maintenant, on est en tournée. Donc, récemment, c'était à Créteil. On est allé à Alès, Clermont-Ferrand, etc. Voilà, on tourne. Et c'est très agréable. Alors pour toi, j'ai lu ça sur ton site internet, la danse hip-hop est aussi un moyen de redonner confiance à des personnes en difficulté sociale, notamment des femmes. Ça, c'est une question trop intéressante aussi. Alors, pour recontextualiser, j'ai été en collaboration avec les Big Bang Ballers et l'école de la deuxième chance, qui sont donc des structures basées à Grenoble. Les Big Bang Ballers, leur cœur d'activité, c'est de proposer du sport de manière inclusive. Donc il y a vraiment tous les publics, sans forcément l'aspect compétitif, etc. Et l'école de la deuxième chance, c'est une école de réinsertion sociale pour des publics en difficulté scolaire, sociale, financière, etc. Et du coup, pendant 3 semaines, je suis intervenu avec un groupe de 12 femmes qui avaient entre 18 et 24 ans. Et on a utilisé le hip-hop de manière vraiment très simple, au cœur de ce que c'est-à-dire se faire plaisir. Le hip-hop, c'est une danse qui est sociale et qui est née de milieux en difficulté où c'était difficile d'accéder à des cours de danse plus institutionnalisés. Et donc, c'est né vraiment dans les clubs, dans des endroits où les gens venaient juste pour s'amuser. Et là, on a vraiment retrouvé l'essence de ça. Et donc, globalement, on a appris à écouter et à danser simplement sur la musique, avec les parties du corps, avec à se déplacer dans l'espace, à faire des trucs qu'on pourrait qualifier de marrants, mais au final, toujours en rapport avec des mouvements et des bases de hip-hop, de danse hip-hop en général. Et il n'y avait vraiment aucun aspect performatif, ni aucun aspect de résultat. Le but, c'était vraiment de profiter du moment présent, d'arriver à oublier le fait que les gens nous regardent. Et donc, on a construit un espace où les filles, elles étaient entre elles rigolaient, elles se faisaient des remarques, et c'était bonne humeur, en fait. Et quand on pense au breakdance, on a souvent cette image de gens qui tournent sur la tête, de personnes qui font des acrobaties, des saltos, etc. Mais ça, c'est vraiment une petite partie de ce que c'est. Et en fait, globalement, alors moi, principalement, je fais du break. C'est une discipline qui est beaucoup au sol. Mais du coup, on peut se déplacer beaucoup plus simplement que ça au sol. On peut aussi danser debout. On danse d'ailleurs extrêmement beaucoup debout. Et donc voilà, on est vraiment allé juste à
à la simplicité de tout ce que ça peut offrir. Et du coup, elles ont à la fin pu se représenter devant les gens de leur association. Donc c'était un public d'une dizaine de personnes, mais pour elles, c'était déjà incroyable de se représenter. Et il n'y avait aucune obligation. Si elles ne voulaient pas le faire, elles ne le faisaient pas, mais elles ont toutes réussi. Et il y en a qui sont venues de très loin et je suis trop fier d'elles. Ah, je crois que tu as aussi un projet avec des personnes handicapées, si tu peux nous en parler. Depuis 4 ans environ, depuis le Covid, j'ai commencé à intervenir un peu plus avec des publics différents que juste ceux qui vont chercher la danse. Du coup, on m'a invité à donner des cours dans... là, il y avait Big Bang Ballers et l'école de la deuxième chance. Mais un autre exemple, c'est en février et en mars, je vais intervenir à la clinique du Grésivaudan. Et donc, je vais enseigner le hip-hop à des personnes en situation de handicap, que ce soit moteur ou mental. Et là, c'est pareil, en fait, l'objectif, c'est juste de mettre en mouvement et de reconnecter avec une certaine forme de créativité. On s'en fiche que ce soit impressionnant ou que ce soit beau. Ce qui compte dans ce genre de pratique, c'est plutôt que les personnes qui pratiquent se sentent bien et libres et fiers d'elles. Et donc vraiment, ça m'intéresse beaucoup de continuer à faire ça parce que moi, humainement, l'expérience, c'est très fort de travailler avec des gens qui sont pas facilités physiquement ou mentalement, ou des personnes qui viennent de très loin ou qui ont des gros a priori sur la danse. Réussir à les faire intégrer la danse hip-hop, c'est une immense victoire. Et voilà. Mais j'adore toujours donner des cours aussi à des écoles, à des professionnels, etc. Mais je pense que c'est bien d'avoir un peu de tout pédagogiquement parce que ça enseigne l'humilité. Et j'aime bien ça, je crois. Alors pour finir, parle-nous un peu de ta compagnie Pompoko, parce que tu es non seulement interprète, mais aussi chorégraphe. Alors avec la compagnie Pompoko, on a, disons, 3 gros secteurs d'activité qui sont le côté création artistique, donc produire des spectacles, le côté événementiel et le côté médiation/pédagogie. Médiation/pédagogie, ouais. En termes de création artistique, l'année dernière, on a sorti un premier spectacle qui s'appelle Under the Sun, donc littéralement sous le soleil, qui est sorti à l'Espace Aragon de Villarbonneau et qu'on a joué après au Coléo de Pontcharrat, sur le campus à Grenoble et dans d'autres endroits. Et là, on est en train de créer un prochain spectacle qui s'appelle Season of the Witch, donc la saison des sorcières, la saison de la sorcière, et qui va sortir en janvier ou février 2026 au Coléo de Pontcharrat. C'est un spectacle avec 5 danseuses. Et en fait, ces danseuses, c'est mes potes, c'est mes amis depuis assez longtemps. Et je voulais vraiment leur rendre hommage sur scène parce que je les trouve trop fortes, hyper libres. Et en fait, elles m'inspirent beaucoup. Avec ça, j'avais des idées en rapport avec la musique rock des années 60 et le jazz. Et du coup, j'ai envie de créer vraiment un univers lumineux, puissant et joyeux dans lequel je travaille avec mes amis sur scène et dans lequel elles auraient l'occasion de montrer au monde à quel point elles sont en anglais on dirait badass. Voilà. Alors cerise sur le gâteau, à présent, comme à tous nos invités, on va te demander de nous révéler quel est ton belvédère en Isère. Mon belvédère en Isère. Alors du coup, j'ai eu le temps d'y réfléchir en filigrane. C'est possible d'en dire 2, mais qui sont relativement similaires. Ils se font écho les deux pour moi. C'est le chêne de Venon, ce fameux arbre en haut de la colline de Venon. Ce chêne, c'est clairement mon belvédère en Isère parce que j'y vais au moins une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Mais c'est un rendez-vous régulier et j'aime trop voir ce chêne évoluer au fur et à mesure des saisons. Puis j'ai habité à Gières pendant le Covid et la vue et le chêne en haut de la colline, je sais pas, c'est trop poétique. Et mon deuxième belvédère, c'est 2 arbres qui sont au-dessus du château Bayard à Saint-Maximin, donc au-dessus de Pontcharrat-sur-Bréda, au bout du Grésivaudan. Ces 2 arbres, ils ressemblent quand même pas mal au chêne de Venon. Ils sont sur Beldon, donc du même côté que le chêne de Venon. Et du coup, quand je suis à Pontcharrat, je vais très souvent à ces 2 arbres. Quand je suis à Grenoble, je vais très souvent au chêne de Venon. Souvent, quand je vais là-bas, je me dis que c'est impossible d'être dans la nature et d'être de mauvaise humeur en même temps. On peut être triste, on peut être en colère, mais de mauvaise humeur vraiment dans la nature, c'est le chêne de Venon qui m'a appris que je crois que c'est pas possible. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.
Merci beaucoup Kylian, au revoir et on va donc attendre 2026 pour te voir sur scène en Isère. Belvédère avec Kylian Drake, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Annick Berlioz pour la prise de son. Le mixage est signé d'Émilie Vadel, Scadi & Co. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur le site teaser.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.